Bonjour à tous, bienvenue sur Zebra TV, une chaîne consacrée à la data science. Je suis Grégory, j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans le développement d'applications qui s'articulent autour de la data science, dans le domaine du traitement du langage, du computer vision, de l'IoT ou même de la finance. Créer cette chaîne, tout simplement pour moi, c'est une façon de m'exprimer sur le sujet, qui est en même temps une passion. Et d'ailleurs, si vous avez besoin de compétences en data science, n'hésitez pas, vous trouverez mon lien vers mon profil LinkedIn dans la description de la vidéo. Donc dans l'épisode précédent, on avait vu comment retrouver une fonction f via une approche expert et via une approche data, donc pour décrire les deux approches. On était resté sur un système linéaire simple, où l'idée pour retrouver cette fonction f, c'est de déduire a et b. Donc pour finalement démontrer le pragmatisme de l'approche expert, on était resté sur des variables à une dimension qui font que le problème est simple à représenter en 2D, où X et Y sont chacun associés à un axe différent. Voilà, donc on avait vu que dans une approche expert, il y avait plusieurs nuances. Il y avait probablement beaucoup de nuances dans la façon de déterminer F pour prédire quelque chose, pour réaliser une prédiction. Et on avait évoqué une première nuance qui était que l'expert est capable, connaissant son problème, connaissant par exemple des lois en physique ou tout simplement en connaissant le domaine d'expertise de l'entreprise, directement de résoudre A et B de façon littérale et d'afficher son équation de droite directement en réalisant des mesures dans le système de l'entreprise. Mais il est capable de donc valider son modèle finalement. Et ensuite, il y avait une deuxième nuance qui était que l'expert pouvait éprouver des limites pour résoudre de façon littérale A et B. Et finalement, il a l'intuition qu'il s'agit d'un système linéaire, ou la conviction même qu'il s'agit d'un système linéaire. En mesurant plusieurs points, il peut confirmer qu'il s'agit bien d'un système linéaire. Et finalement, en prenant deux points qui sont évidents dans ces données, avec un système à deux inconnus, retrouver A et B. Et donc également, on part du principe qu'une fois qu'on a pu décrire f, une nouvelle valeur inédite de x qui est donnée à cette fonction f en ayant connaissance de A et B, finalement nous donne une nouvelle prédiction. On part du principe que cette prédiction, elle crée de la valeur dans l'entreprise. On avait vu également qu'en partant sur une approche data, on fait abstraction de l'expertise du problème simplement en ayant les données du problème. Donc quelque part, c'est ce que l'expert fait en général pour valider son modèle, quelle que soit la façon dont il extrait son modèle, bien souvent il soumet ce modèle à des données réelles. Donc l'approche data, finalement, on prend les données du problème, on s'affranchit d'une expertise et on utilise un algorithme qui est une descente de gradient, donc un algorithme itératif qui, en quelque sorte, en tâtonnant, on retrouve des valeurs optimales de A et B. Donc pour challenger l'approche expert et le fait qu'on ait accès à ce type de pragmatisme, cette approche pragmatique pour retrouver A et B, on va élever la dimension. Voilà, puisque très franchement, dans une entreprise, dans la vie réelle, donc si vous avez besoin de réaliser une régression linéaire en 2D, très franchement, vous n'avez pas besoin de faire une descente de gradient. Vous pouvez rester sur une approche expert et en déduire vos paramètres A et B. Voilà, si vous avez la certitude qu'il s'agit bien d'un système linéaire, il n'y a pas de souci. Donc là, on va justement challenger l'approche expert en élevant la dimension de X. Donc déjà, on va écrire finalement sous forme d'algèbre linéaire
ce système qui reste linéaire mais avec une dimension de x plus élevée. Donc on garde une valeur de prédiction y, donc qui va être égale à x, qui est un vecteur de 128, que j'écris avec un décalage, qu'on va multiplier à un vecteur a, ce qui nous donne une valeur à une dimension, plus une valeur à une dimension qui est b. Donc, voilà comment va s'écrire notre système, notre équation linéaire, mais avec une variable x à 128 dimensions. Mais immédiatement, ce qui va challenger l'approche expert pour déterminer A et B, et qui va empêcher finalement une approche qu'on pourrait qualifier de pragmatique, c'est que les données étant élevées à 128 dimensions, elles sont plus difficiles à visualiser. Donc on utilise des astuces, puisque en tant qu'être humain, on ne voit que 2 dimensions d'une certaine manière. Donc pour visualiser 128 dimensions, on utilise des astuces. Soit on affiche des séries temporelles, soit on affiche des images, c'est-à-dire qu'on va afficher directement une matrice complète. Et pour éviter de lire des valeurs, on peut par exemple afficher des couleurs. Donc ce sont des astuces qui nous permettent d'afficher, de visualiser des données dans des dimensions plus élevées. Donc là, on va présenter à l'approche expert nos données. Donc on va imaginer que cet axe-là, finalement, permet d'étendre les dimensions, c'est-à-dire on va l'appeler D ou quelque chose comme T, comme le temps, puisqu'on parle d'une série temporelle. Et donc là, on va développer les 128 dimensions et on va afficher une time series ici, enfin une série temporelle. Alors là, j'avais affiché quelque chose qui n'était pas ergodique. Donc voilà, on va afficher une série temporelle. Et pour soumettre ces données à l'approche expert, on va donc pour afficher notre donnée de notre valeur de prédiction y à une dimension, on va tout simplement utiliser une droite horizontale qui représente la valeur de la prédiction à une dimension. Donc on va la représenter dans une couleur différente. Bon là sur ma tablette j'ai qu'une seule couleur. Voilà, donc en présentant ces données à l'approche expert, bien sûr, ce qu'on va faire aussi, c'est que on va déterminer 3 fonctions f1, f2, f3, qui sont des fonctions linéaires dans cette dimension plus élevée. Et finalement, l'approche expert va devoir, sans a priori, sachant qu'il s'agit d'une fonction linéaire, va devoir visualiser les données et essayer d'en déduire finalement A et B. Donc bien souvent, ce qui peut se produire dans ce cas-là, c'est que si l'expert échoue dans la mise en équation en utilisant des lois physiques ou le domaine de l'entreprise, s'il échoue dans la résolution de A et B littérale, en quelque sorte, et finalement, il va devoir observer les données et chercher quelque part à tâtonner et à retrouver A et B, finalement en faisant quelque chose qui s'approche d'une descente de gradient. Ensuite, on va partir sur une approche data et on va délibérément, donc dans cette expérience, l'idée c'est de faire une expérience et de montrer finalement comment une collaboration d'une approche expert et une approche data peuvent échouer et d'éviter ça pour toutes les personnes qui regarderaient la vidéo. Dans une approche data, on va immédiatement commettre l'erreur qui peut bloquer finalement le pragmatisme de l'approche expert. C'est qu'on va on va utiliser un modèle qui n'est pas linéaire, qui a des capacités de modélisation qui sont bien plus élevées. On peut écrire par exemple ce type
on peut utiliser par exemple ce type de modèle. Donc notre sortie c'est toujours y en une dimension. Et on peut réaliser un enchaînement de fonctions linéaires et non linéaires en utilisant des fonctions linéaires qui ont une capacité plus importante. C'est-à-dire que là, je vais prendre mon vecteur x à 128 dimensions. Je vais le multiplier par une matrice, cette fois A1, qui est ici à 128 dimensions. Donc là, j'ai un vecteur à 128 dimensions. Et là, je sors à 64 dimensions. Voilà, donc je représente la multiplication du vecteur x par A1 ici, donc ce qui nous donne un vecteur de 64 dimensions, auquel j'ajoute le biais à 64 dimensions également, que j'appelle B1. Et je peux passer cette fonction qui reste linéaire, même si elle est sur une dimension plus élevée, en sortie, je peux la passer à une fonction non linéaire que j'appelle sigma. Donc c'est ce qu'on appelle dans le jargon de la data science aussi une fonction d'activation. Cette fonction d'activation elle est non linéaire, donc ici je vais représenter sigma de x, voilà, ça peut être soit une fonction sigmoïde, soit tangente hyperbolique, soit ReLU, etc. Donc voilà, ça peut être une fonction non linéaire qui est dérivable. Donc la sortie de ce calcul transmis à la fonction d'activation ou une fonction non linéaire, ça nous donne toujours un vecteur de 64. Donc on va on va multiplier ce vecteur de 64 par un vecteur A2 à une dimension ici, et donc comme c'est un vecteur, voilà, à 64, ce qui nous donne, lorsqu'on réalise le produit, une valeur intermédiaire à une dimension, auquel on ajoute B2. Voilà, donc lorsqu'on réalise une approche data science, je répète, on n'a pas d'a priori sur l'expertise, on ne sait pas qu'il s'agit probablement d'un système linéaire. Donc on utilise directement un modèle qui a une capacité supérieure. Et le problème, ça va être de soumettre ces résultats à l'expert. Donc finalement, lorsqu'on va lui soumettre les paramètres qu'on a entraînés A1, B1, A2, B2, pour cet expert, ce n'est pas interprétable. Donc lui s'accroche à l'idée qu'il s'agit d'un système linéaire, par exemple, ou d'un autre système. Donc même s'il n'arrive pas à le résoudre littéralement, il finit par tâtonner sur son système linéaire en faisant varier A, bien sûr en utilisant de la logique. Et donc il peut rejeter cette solution, même si on démontre sur un backtest que on minimise l'erreur via une descente de gradient. Finalement ce n'est pas interprétable. Donc ce qu'on va faire pour essayer de débloquer la situation, c'est qu'on va, sachant qu'on part de fonctions à deviner, de fonctions mystères F1, F2, F3 qui sont linéaires, on va réaliser la descente de gradient exactement sur un système linéaire, et on va voir que très rapidement, on va être capable de retrouver un vecteur A1 qui est interprétable et qui correspond exactement aux fonctions mystères qu'on avait définies. Et donc l'idée de l'expérience, c'est d'essayer de débloquer la situation, c'est-à-dire de faire collaborer experts et data science. Car finalement, dans des problèmes qui sont plus évolués, on a besoin des deux parties finalement. Il faut le regard expert pour sélectionner des données qui, de toute évidence, sont pertinentes pour résoudre le problème. Et finalement, simplifier le modèle, si on soumet à notre problème de data science des données qui sont dans des dimensions très élevées, au plus on va élever les dimensions, au plus on a besoin de données. Donc, bien souvent dans la réalité, on éprouve des difficultés en entreprise pour collecter les données. Donc, il faut le regard de l'expert pour se concentrer sur les données qui sont pertinentes pour résoudre le problème, ce qui nous permet de réduire la dimension
des données d'entrée, et ce qui nous permet d'augmenter nos chances de résoudre le problème via une approche quelque part qui serait hybride, expert et approche data qui coopère correctement. Donc maintenant, je vais vous proposer de réaliser l'intégralité de cette expérience sous forme de code. Donc pour ça, j'ai développé un notebook Python. Donc j'appelle les librairies dont j'ai besoin, des fonctions que j'ai développées qui ne sont pas dans le notebook, donc pour améliorer la lisibilité. Donc je commence par déclarer une variable qui représente le nombre d'exemples dans mon dataset. Ensuite, la dimension du vecteur x, 128. Ensuite, je crée mon dataset, c'est-à-dire c'est l'équivalent dans l'épisode précédent de xi, yi. Donc, j'utilise le nombre d'échantillons que je souhaite créer dans mon dataset et les dimensions. Pour le vecteur x, c'est tout simplement, j'ai choisi de prendre une valeur moyenne que j'appelle offset, au hasard, auquel j'applique une amplitude qui est assez faible. Puis je crée un vecteur aléatoire, donc de valeur aléatoire entre moins 1 et 1, il me semble, ou 1 et 0, auquel je multiplie le même ordre de grandeur en termes d'amplitude, et auquel je retranche ma valeur moyenne. Voilà, donc ça me crée des vecteurs x. Et donc, en appelant une fonction mystère f1, f2, f3, je peux créer les valeurs à prédire. Que j'appelle ytrain et ytest. Donc, bien sûr, en data science, ce qui est très important, c'est de créer deux datasets. Un pour réaliser la descente de gradient et mettre à jour les paramètres, donc pour l'apprentissage. Et le deuxième, réellement pour tester le modèle. Comme je l'ai dit, on peut utiliser des modèles qui sont, comme on n'a pas d'a priori sur l'expertise du problème, on peut utiliser des modèles qui ont une capacité assez forte de modélisation, donc ils peuvent aussi faire surapprendre. C'est-à-dire, en quelque sorte, faire du par cœur sur les données. Donc il est important de mesurer sur un dataset différent, qui n'est pas inclus dans l'apprentissage, finalement la progression du taux d'erreur qu'on va observer et s'arrêter au cas où finalement on dégraderait le taux d'erreur à force de réaliser des itérations dans la descente de gradient. Donc là je vais présenter immédiatement également les fonctions f1 et f2 que j'ai choisies. Donc j'ai choisi pour f1 une moyenne, tout simplement. Donc c'est la somme des valeurs de x divisé par sa taille, sa dimension. Donc finalement, c'est une moyenne pondérée avec une pondération qui est constante. Bien sûr, pour la fonction f2, je prends une pondération de la moyenne, une moyenne pondérée, avec une pondération qui varie entre 0 et 1, je vais l'afficher pour être plus précis juste après. Et ma fonction f3, c'est également une moyenne pondérée, mais avec une pondération sous forme de sinusoïde. Donc là, je crée mon dataset avec la fonction f1, et je présente à l'approche expert finalement les données. Donc si l'approche expert échoue dans la résolution littérale de notre modèle en utilisant des lois physiques ou des lois ou des connaissances en finance. Imaginons que là, on cherche à résoudre une prédiction d'une température, on cherche à résoudre la prédiction d'un prix, donc en utilisant des domaines d'expertise différents. Donc si on échoue dans cette résolution littérale, finalement, on se repose sur l'analyse des données visuelles dans l'approche expert. Et là, ce que j'essaie de démontrer, c'est que oui, on peut, lorsqu'on visualise la série temporelle en bleu et la donnée à prédire en orange, en une dimension, représentée par une droite horizontale, effectivement, on peut deviner qu'il s'agit de la moyenne. Donc, je vais rejouer les 10 premiers de ces échantillons.
Donc oui, effectivement, au premier regard, on peut se dire qu'il s'agit d'une moyenne, hein, toute simple. Par contre, là où je mets en difficulté cette approche un peu pragmatique d'analyse des données visuelles dans l'approche expert, c'est que je vais utiliser la fonction F2, qui est une moyenne pondérée, en utilisant cette pondération. Donc ça veut dire quoi au niveau du calcul? C'est que pour calculer Y, le premier échantillon de la série temporelle n'entre pas en ligne de compte. Et progressivement, les échantillons, en montant dans les dimensions, en avançant, finalement, les échantillons, les valeurs ont de plus en plus de poids dans le calcul de Y. Donc c'est une moyenne pondérée, et vous voyez la pondération qui est appliquée. Et lorsque j'affiche ces données, eh bien on peut éprouver des difficultés à mesurer, enfin à deviner qu'il s'agit de la fonction F2, et on peut tout simplement partir sur une moyenne non pondérée. Alors je vais immédiatement utiliser F3. Et on va voir qu'on a également les mêmes difficultés en visualisant les données. Donc cette dimension élevée, finalement, est un obstacle. On n'est pas forcément, en tant qu'expert humain, habitué, entraîné à observer des dimensions élevées présentées sous cette forme. Intuitivement, voilà, l'observation d'images, de textes, voilà, ce sont des données sur lesquelles on est entraîné, ce sont des dimensions élevées. Mais ici, voilà, on peut éprouver des difficultés pour retrouver la fonction F3 ou F2, et finalement, en observant les données, on peut se dire qu'il s'agit tout simplement d'une moyenne sans pondération. Maintenant, je vais reprendre la fonction F1. Voilà, je vais réécrire mon dataset. Et je vais résoudre, je vais retrouver la fonction F1 en commettant l'erreur que j'ai évoquée dans ma présentation, en utilisant un modèle qui a une capacité de modélisation plus importante. Et donc on va se heurter finalement aux arguments de l'expert qui vont nous dire que ce modèle n'est pas interprétable. Néanmoins, je vais réaliser son apprentissage et on va voir qu'on minimise l'erreur de prédiction très rapidement. Donc je vais utiliser le framework de PyTorch qui nous permet d'éviter de réaliser les calculs de dérivées partielles qu'on avait fait dans le premier épisode. Donc là, ici, je déclare le dataset avec l'API de PyTorch, donc je manipule ces objets-là. Voilà, donc je crée mes deux datasets. Ensuite, je crée mon modèle en utilisant l'API PyTorch. Donc vous voyez que j'ai bien pris... donc je crée un premier système linéaire en prenant en entrée la dimension qui est à 128, et là je donne une dimension de sortie qui est 1. Donc je crée bien un système linéaire ayant pour entrée 128 et pour sortie 64, la moitié de 128. Voilà, je crée mon deuxième système linéaire qui part d'entrée de 64 vers une dimension. Et lors de son exécution, j'enchaîne ce premier système linéaire dans une fonction non linéaire tangente hyperbolique, qui est une fonction qu'on appelle aussi une fonction d'activation. Puis j'enchaîne sur le deuxième système linéaire pour retrouver une dimension de 1 en sortie. Donc je crée ma fonction d'erreur dont j'avais parlé dans le premier épisode, qui est ici l'erreur moyenne quadratique. Ici, j'ai un objet PyTorch qui est un optimizer qui me permet d'organiser ma descente de gradient. Donc en utilisant un standard qu'on utilise beaucoup dans les problèmes de type deep learning. Donc en fait, cet optimizer, c'est
quelque part une moyenne exponentielle mobile du gradient. Bon, c'est un peu plus que ça, mais ça rend la descente de gradient plus efficace. Et on donne également un learning rate lorsqu'on initialise cet optimizer. Ici, je crée des objets qui vont me permettre de charger mes données. Donc, ce que j'ai pas évoqué dans le premier épisode, c'est que lorsqu'on réalise une descente de gradient avec beaucoup de données, on va pas fonctionner avec l'intégralité du dataset pour des raisons pratiques, notamment en ce qui concerne les calculs, la mémoire. On va fractionner la descente de gradient en lots. Donc ici, en créant ces objets, ça veut dire que je vais créer ce qu'on appelle un data loader PyTorch qui va m'organiser, qui va me créer des lots de 256 exemples qui peuvent être mélangés. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail de cet utilitaire. Et on va organiser notre descente de gradient. On va créer 20 itérations qu'on appelle des époques. Un époque, dans le jargon, ça veut dire on passe l'intégralité du dataset au niveau du modèle. C'est-à-dire notre modèle, on fait une descente de gradient complète en passant en revue tous les exemples dans le dataset. Et bien sûr, on va itérer sur notre data loader qui va nous donner l'intégralité du dataset, mais sous forme de lot de 256 exemples. Donc là, pour résumer, je ne fais pas la descente de gradient sur l'accélérateur sur une carte graphique. Je le fais sur le CPU parce que le problème est assez simple. Mais donc là, ce que je fais, c'est que je remets à zéro le gradient dans l'optimizer. Je réalise une propagation du lot d'entrée, qu'on pourrait appeler X, à travers notre fonction qui est encore à l'état qui est initialisée aléatoirement. Ce qui me donne une prédiction de Y, donc le fameux chapeau YI qu'on avait montré dans l'épisode précédent. Et je calcule en utilisant ma fonction de coût, mais finalement l'erreur entre la prédiction et la prédiction attendue. Donc le Y, finalement, sans le chapeau. Ici, c'est l'équivalent du calcul des dérivées partielles. Et ici, je réalise un step au niveau de l'optimizer, ce qui a pour effet d'organiser la descente de gradient et de modifier les paramètres. Et ici, je comptabilise l'erreur que je commets voilà, sur l'époque. Donc dans cette deuxième boucle, je vais passer en revue le dataset de test pour mesurer mon erreur sur des données différentes. Donc là, je ne fais pas de descente de gradient, je calcule seulement mon erreur, je somme mon erreur. Ici, je divise par le nombre d'exemples. Ici, je mémorise dans un tableau finalement la progression de l'erreur sur la base de test. Ici, j'affiche époque par époque finalement la progression. Et là, c'est des variables que j'affiche surtout pour démontrer la deuxième partie de notre expérience. Lorsque je vais basculer vers un modèle beaucoup plus simple, en fait, je vais afficher A directement. Et on va retrouver finalement la pondération des fonctions F1, F2, F3. Donc voilà, je vais lancer cet apprentissage sans plus tarder. J'ai oublié d'appeler les cellules, donc je vais les appeler. Voilà. Donc on voit immédiatement que c'est très efficace, c'est-à-dire que l'erreur, bien sûr on a énormément de données sur un époque, donc l'erreur s'annule immédiatement. Donc j'ai programmé 20 époques, donc il faut attendre que l'exécution de la cellule se termine. Voilà, et donc lorsqu'on soumet ce modèle à l'expert,
à l'approche expert, ou enfin voilà, aux experts qui ont une conviction que ce problème est linéaire, qui ont besoin d'explications. Donc voilà, on est sur une matrice A de 128 par 64. Si on essaie d'afficher le contenu de cette matrice, voilà, donc on n'affiche même pas toutes les valeurs, et ces valeurs ne sont pas... voilà, on a pris F1. Donc c'est une simple moyenne avec une pondération constante. Et tout ça n'est pas interprétable. Donc je peux afficher le deuxième système linéaire. Ça va être la même chose. Donc ça n'est pas interprétable. Même B, si j'affiche le biais, tout simplement, le biais est dans une dimension de 64. Il n'y a pas d'interprétation non plus. Pourtant, le data scientist pourra marteler que son erreur sur un dataset de test qui est indépendant est nulle, totalement nulle. Bah, finalement, on va se confronter au scepticisme de l'expert qui, lui, veut des explications. Donc bien sûr, dans cette expérience, j'ai bien choisi mon problème pour essayer de débloquer cette situation. Donc j'avais prévu un système linéaire beaucoup plus simple qui ne contient qu'un seul système linéaire, comme je viens de le dire. Je pars d'une entrée qui est donc avec 128 dimensions et je sors une dimension. Et je vais recommencer immédiatement mon apprentissage. Donc là, comme je suis sur un système beaucoup plus simple à une dimension, enfin linéaire, pardon, ben j'affiche la matrice, le vecteur A, en espérant démontrer que finalement je retrouve ma moyenne avec une pondération constante. Alors bien sûr, comme dans le graphique, on zoome, on pourrait croire que... alors bon, là, l'affichage du graphique est... donc je suis désolé, il y a un décalage à chaque époque, il y a un décalage dans l'affichage des cellules. Donc voilà, on a terminé l'apprentissage. On a bien une erreur globale qui est très faible. Et lorsque je réalise la moyenne des poids, on tombe sur cette valeur. Donc bien sûr, cette valeur, ce qui est intéressant, c'est que on retrouve 1 sur 128. Donc là, je prends la moyenne des poids, donc c'est 128, et l'écart type est nul. Donc ça veut dire que tous les poids sont affectés à une valeur de 1 sur 128 approximativement. Donc finalement, notre descente de gradient a retrouvé la valeur moyenne, une valeur moyenne pondérée avec une constante, avec une pondération constante. Donc on peut bien aller explorer notre modèle et afficher les poids. Ici, on trouve quelque chose qui est interprétable. On retrouve bien 1 sur 128 pour chaque poids, qui est exactement la moyenne. Et donc là, en ayant choisi notre problème, on a créé cette expérience exprès pour montrer les blocages qu'on peut susciter entre approche expert, approche data. Là, on retombe sur quelque chose qui est interprétable. Immédiatement, je vais enchaîner sur l'apprentissage en utilisant la fonction F2. Donc je rappelle, l'idée c'est que cette fonction F2 peut ressembler à la moyenne du point de vue de l'expert. Donc c'est bien sûr une moyenne pondérée en fait. Et on n'est pas entraîné forcément à analyser au premier regard dans ces dimensions-là, sous cette forme-là. Et je vais refaire mon apprentissage et on va voir si ma descente de gradient retrouve rapidement
ma moyenne pondérée dans le vecteur A. Donc je suis désolé pour le décalage de l'affichage des cellules. Donc voilà, on retrouve bien notre pondération avec une définition qui est élevée. Alors bien sûr, sans suspense, je vais passer à F3. On va retrouver une sinusoïde. Alors, il y a un blocage. Donc voilà, j'ai réaffiché le dataset avec les sinusoïdes. Donc les cellules qui sont en dessous sont en attente. Là, elles ont été exécutées. Là, je réexécute avec mon dataset contenant des moyennes pondérées par des sinusoïdes. Et je vais retrouver donc, mon vecteur A sous forme d'une sinusoïde. Donc maintenant, on va faire une expérience qui consiste à réduire le nombre de données. Donc on va recréer nos datasets. Donc là, je ne vais pas exécuter l'affichage. Simplement, j'ai un dataset qui est plus réduit avec 1000 exemples. Donc là, bien sûr, l'apprentissage est plus rapide puisque j'ai 100 fois moins de données. Et là, on voit qu'on obtient une erreur qui est faible. On obtient une erreur qui est faible, mais néanmoins, lorsqu'on observe A, on ne retrouve pas notre fonction F3 aussi évidente, aussi bien résolue que sur l'expérience précédente, avec 100 000 exemples. Donc ça montre que on a besoin de beaucoup de données, et donc c'est souvent le problème des approches data. Il faut des données, il faut beaucoup de données, et il faut le regard expert qui va nous permettre de se focaliser sur les données qui ont un sens sur le plan physique pour réduire les dimensions du problème en entrée et espérer collecter suffisamment de données pour réaliser une approche data et une descente de gradient efficace qui n'underfit pas ou qui n'overfit pas. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Dans le prochain épisode, je vous proposerai d'élever encore la dimension de notre problème et d'évoquer d'autres types d'interactions, d'autres exemples d'interactions entre expert, approche data. Et ça sera aussi le dernier épisode consacré à ce sujet, à ce débat entre approche expert, approche data. Je vous dis à bientôt.